À pauvre quand on parle de dignité, Paul est là. Dignité pour l'Afrique, dignité pour la pensée, historique même, il faut le dire comme ça. Alors, pour moi, sur ce sujet, comme sur d'autres qui concernent le retour en dignité de l'Afrique et sa renaissance, je le dis, je l'ai souvent dit, au risque de nager à contre-courant, mais je l'assume, c'est que la dignité, le respect ne se commande pas. Ça ne se négocie pas. Et la vérité historique non plus. Alors, avant de revenir sur cet aspect qui pour moi est essentiel, faisons un saut dans l'histoire, puisqu'il s'agit de l'histoire, la traite négrière, l'esclavage, la colonisation. Je vais déjà préciser que quand on délimite la traite négrière et l'esclavage, notamment l'esclavage occidental, donc des Noirs, en Europe et aux États-Unis notamment, et en Amérique latine également, on oublie souvent que la colonisation est une forme d'esclavage, tout simplement plus subtile, entre guillemets, améliorée pour les esclavagistes, et le néocolonialisme n'est que le prolongement de la colonisation. Ce sont les méthodes qui changent, mais en réalité, les objectifs et les acteurs restent les mêmes. D'un côté, les prédateurs, les dominants, et d'un autre côté, les victimes, les esclaves. Cela signifie finalement que l'esclavage n'est jamais fini alors? L'esclavage n'est jamais fini, il s'est muté. Quand il est à l'époque de l'esclavage, entre le 15e et le 19e siècle, on déportait les Noirs parce qu'ils étaient forts et parce qu'il fallait de la main-d'œuvre. Je rappelle que quand l'esclavage commence, c'est dans une situation où l'Europe est dans une paupérisation accentuée du fait de la guerre des 100 ans et de la peste noire qui a décimé près de la moitié de l'Europe, et qu'il se retourne, en commençant par le Portugal, ensuite l'Espagne et toute l'Europe ensuite, et les États-Unis après, il se retourne vers l'Afrique justement comme une action ultime et salutaire pour les sauver de leur misère extrême. Et que justement, c'est du fait de l'esclavage que l'Europe précisément et l'Occident ensuite va retrouver une santé économique, financière, sociale, sociétale et culturelle. C'est à partir de l'esclavage que l'Europe, sur la base d'une recapitalisation de son économie, va recommencer à exister. Et donc, après cette période, vous connaissez le fameux passage en anglais qui est beaucoup plus pertinent, de plantation, from plantations to plant. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, on part des plantations parce que quand on parle aujourd'hui du Fordisme de Fayol qui aurait créé, inventé le travail à la chaîne, ça me fait doucement rigoler. Il faut que les Noirs commencent à s'approprier de leur histoire. C'est avec la traite négrière et l'esclavage que ces mécanismes ont été développés et que les Européens ont découvert ce qu'on appelait le travail à la chaîne. Et pour donc optimiser le rendement de ce travail à la chaîne, ils sont passés à ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrialisation et qu'on présente comme étant la source de la richesse prétendue actuelle de l'Occident, en tout cas de leur prospérité apparente d'aujourd'hui. Mais en réalité, c'est précisément parce que les Noirs, par l'esclavage et par la main-d'œuvre gratuite et par le pillage systématique des richesses sur le continent, ont contribué à 99,99% à la création de ces richesses et donc à l'augmentation du capital qui a permis l'industrialisation, donc la mécanisation, notamment en Angleterre à partir du XVIIIe siècle, et qui a donc fait de ce que l'Europe est aujourd'hui. Alors, l'Europe et l'Occident. Alors, quand on convoque ces faits historiques et qu'on se rend bien compte de façon factuelle et de façon honnête intellectuellement, que l'Afrique, les Africains ont, par le canal meurtrier, criminel et abject de l'esclavage, fait de l'Occident ce qu'est l'Occident aujourd'hui, qui se pavane et qui aujourd'hui s'érige en donneur de leçons en question de droits de l'homme et de tout ce que vous voulez entendre. En réalité, on se rend compte que quand on convoque ces faits-là, on ne peut pas uniquement parler de réparation d'un point de vue moral, parce que je rectifie un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que l'esclavage en tant que crime contre l'humanité a bel et bien été reconnu comme tel, notamment, et c'était les premiers d'ailleurs, je pense qu'il n'y en a pas d'autres, en 2001 avec la loi Taubira, qui, il faut le dire, et il faut rendre à chacun ce qui lui appartient, s'est battu pour obtenir... C'est battu, mais ce n'est pas officialisé, hein, il faut le préciser d'ailleurs. Mais au moins... C'est pas encore officialisé. Jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas émis ça. On a refusé d'ailleurs ça. D'accord.
D'accord. Elle a parlé, mais bon, elle a dit qu'il faudrait que ça soit le cas. Mais c'est jamais devenu le cas. D'accord. En tout cas, ce qu'il faut, ça peut faire l'objet d'un autre échange, d'un autre débat. Excuse-moi, il y a quand même la loi, tu as raison. Il y a une loi Taubira qui reconnaît, il y a une loi Taubira de 2001. Elle n'a pas été portée. Ça va coûter justement la sortie du gouvernement français. Il ne faut pas également l'oublier. Alors, moi, je veux rester sur les faits sans me réjouir outre mesure de ces faits-là. Mais il faut qu'on parte bien sur une base factuelle. Et l'une des bases factuelles, en termes de crimes contre l'humanité, la loi Taubira a permis que ce soit reconnu comme tel. Alors, quand je dis ça, je dis que ça ne suffit pas. L'aspect moral ne suffit pas. L'aspect de reconnaissance morale du préjudice ne suffit pas. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le fait de dire oui, on vous a fait du mal, on vous a fait du tort, c'est vraiment très grave. Cet aspect moral ne peut pas s'arrêter sans qu'on ne parle de réparation effective, puisqu'il y a bien une dimension économique et financière et sociale derrière. Vous avez le président Emmanuel Macron qui, en 2017, pendant qu'il était en campagne électorale et qu'il se retrouvait du côté de l'Algérie, a déclaré que la colonisation était un crime contre l'humanité. Mais au-delà des effets d'annonce, on ne peut pas se contenter des déclarations. Alors, vous avez à la suite de cette déclaration quand même quelque chose qui est assez extraordinaire, mais révélateur de la pensée fondamentale de l'Occident, et en tout cas de ceux qui les représentent, puisque je vous rappelle que un des candidats à cette campagne présidentielle française en 2017, François Fillon, et d'autres de la classe politique française se sont offusqués de cette déclaration d'Emmanuel Macron en disant que ce n'était pas digne d'un candidat à la présidence de la France de reconnaître que de dire que la colonisation était un crime contre l'humanité. Et François Fillon l'avait dit que justement c'était ne pas assumer l'histoire de la France. Donc vous vous rendez compte qu'au fond, il y a bien une volonté de déni et que justement même cette loi Taubira et même cette déclaration ne sont faites qu'en réalité pour c'est du saupoudrage pour en fait endormir les consciences, mais on ne peut pas se contenter de simples déclarations. Je vous rappelle également qu'en 1865, à la fin de la guerre de sécession, Abraham Lincoln annonce que les Noirs, anciens esclaves, seraient indemnisés et dédommagés. Vous savez de quelle manière ils devaient être indemnisés et dédommagés? C'était environ 4 millions de Noirs, anciens esclaves, qui devaient être indemnisés donc et dédommagés. Et Abraham Lincoln annonce que, on est en 1865, annonce que les Noirs recevront 16 hectares de terre pour 4 millions de personnes, tenez-vous bien, et une mule. Donc, une bête, chacun devrait recevoir une bête comme... Si ce n'est pas de l'insulte aux intelligences et à la mémoire africaine, je ne sais pas ce que c'est. Je convoque tous ces éléments pour vous dire que, au-delà des vœux pieux, ça ne suffit pas de dire on fait notre mea culpa. Il y a une incidence que les générations d'aujourd'hui subissent encore jusqu'à présent. Parce que c'est bien beau de dire on s'excuse. Mais aujourd'hui, votre prospérité que vous prétendez et que vous exposez de façon ostentatoire, et en même temps que vous présentez la misère à suffisance des Africains sur vos chaînes de télé pour les dénigrer et pour les décrédibiliser, vous oubliez que les générations d'aujourd'hui continuent de subir les affres de cette colonisation, de cet esclavage et de ce néocolonialisme qu'on vit encore aujourd'hui. Alors, je vais convoquer un des faits qui est très révélateur de ce qui est tout simplement inacceptable. Prenons le cas de Haïti. Je vous rappelle que Haïti, aujourd'hui, dans le classement Banque mondiale, c'est l'un des pays les plus pauvres de toute la planète. Et je vous rappelle que la pauvreté, la paupérisation, le banditisme, l'insécurité et tous les fléaux qui existent aujourd'hui à Haïti sont précisément le fait de la spoliation de la France de Haïti par la France et du caractère criminel des mesures qui ont été prises de façon totalement inconcevable à l'encontre même de ce qu'ils considèrent comme étant les droits humains. Je vous rappelle que en 1793, officiellement, c'est la fin de l'esclavage en France. Oui. Mais qu'en 1802, Napoléon Bonaparte, sous la pression des esclavagistes, rétablit l'esclavage. Parce qu'en fait, il veut sauver sa tête.
En 1804, grâce à Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines, Haïti est le premier pays indépendant et libéré de l'esclavage. Alors, mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer par la suite. Extraordinaire et révoltant. Et il faut que les Africains connaissent leur histoire. Parce que si vous ne connaissez pas votre histoire, vous ne savez pas où vous allez, vous n'avez pas de repères, et en réalité, vous ne pouvez pas vous projeter. En 1825, sous Charles X, la France exige que pour reconnaître l'indépendance de façon officielle de Haïti, il faut que Haïti indemnise la France. C'est la première fois dans l'histoire du monde, parce que dans d'autres pays, ce qui se passait, c'était que c'est l'État qui indemnisait les anciens esclavagistes. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous êtes esclavagiste, vous avez torturé, tué, violé, pillé. On décide que c'est la fin de l'esclavage, pour les raisons que j'ai évoquées tantôt. Ce n'est pas parce qu'ils étaient magnanimes, ils n'ont pas décidé qu'on nous parle de Victor Schœlcher, le héros, parce qu'il a décidé à faire il est abolitionniste de l'esclavage. Mais ça me fait rigoler. Et il y a des Africains qui croient à ces conneries, à ces mensonges. L'esclavage a été arrêté parce que ça commençait à coûter cher à l'Europe, puisqu'ils avaient déjà industrialisé et mécanisé donc leur économie. Point barre. Et aussi, à la suite des révoltes sanglantes avec Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines à Haïti, ils avaient créé un effet boule de neige, et partout où il y avait de l'esclavage, les esclaves se révoltaient, ça devenait sanguinaire, ça devenait extrêmement dangereux et plein d'insécurité pour les esclavagistes. Voilà comment l'esclavage s'arrête. Ce n'était pas parce qu'ils ont été frappés, illuminés par philanthropie, par amour. Un esprit de philanthropie. Alors, quand vous vous rendez compte de cela, vous vous souvenez que sous Charles X, donc, en 1825, la France impose que Haïti indemnise la France, et c'est la condition sous laquelle la France va reconnaître l'indépendance de Haïti. Mais Steve, quand j'entends ces gens nous parler des droits de l'homme et nous donner des leçons de morale, je suis hors de moi. Parce que c'est un des actes les plus criminels que l'histoire du monde ait jamais connu. Parce que voilà Haïti qui se retrouve en train de devoir payer 150 millions de francs or à l'époque. Et 20 ans après, en 1838 ou 1848, je ne me rappelle plus très bien, ça a été revu à la baisse parce que Haïti ne pouvait pas payer. Ce n'était juste pas possible. Vous sortez d'un pillage systématique de pendant près d'un siècle, plus d'un siècle, et on vous demande de rembourser les esclavagistes qui vous ont pillé, qui vous ont tué. Comme si cela ne suffisait pas, c'est ramené à 90 millions de francs or. Aujourd'hui, ça équivaut, quand on ramène ça en euros d'aujourd'hui, à 17 milliards d'euros. Et en dollars à 21 milliards de dollars. Haïti a passé une 50aine d'années à rembourser ses frais. Mais vous savez comment ils ont fait pour rembourser cela? La France a exigé que Haïti emprunte l'argent sur le marché financier et bancaire français, a ajouté des intérêts sur ce montant-là, et a donc fait payer Haïti pendant toutes ces décennies. Voilà le caractère le plus abject de ceux qui veulent lui donner des leçons d'humanité et de droits de l'homme. Mais, M. Steve Ngos, aujourd'hui, ce que Haïti est aujourd'hui, c'est du fait justement de cette injustice et ce caractère immoral de la France et des anciennes colonies. Je vous rappelle que Jean-Bertrand Aristide, en 2004, est débarqué par la France et les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il met sur la table l'injustice de ces 21 milliards de dollars qui ont été exigés pour être remboursés. Et il dit, vous devez nous rétrocéder. Chaque année, il faut bien préciser ça aux téléspectateurs. Donc, vous vous rendez compte que on est dans une mascarade qui n'a pas de nom. Mais parallèlement, vous avez, l'honorable a parlé de ça tout à l'heure, vous avez, sans faire un concours de bourreaux, vous avez la communauté juive qui s'est systématiquement fait rembourser partout où il y avait eu rubis sur ongle, il faut bien préciser. Rubis sur ongle, partout où il y avait eu des traces visibles et invisibles d'Holocauste, de Shoah. Ils se sont fait rembourser rubis sur ongle. Je vous rappelle que les pays jusqu'à ce jour
occidentaux se battent, se bousculent pour dire nous aussi on veut rembourser, on veut payer le préjudice, on veut rembourser, indemniser les Juifs. Les gens se bousculent à la porte pour le faire. Alors, pour ne pas monopoliser la parole trop longtemps, en 2 minutes, il faut bien se demander qu'est-ce qu'on fait. Et je vous rappelle aussi, rapidement en passant, à la suite de ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'aux États-Unis, précisément, tous les esclavagistes ont été indemnisés. En France, pareil. Au Portugal, en Angleterre, en Espagne, tous ont été indemnisés. C'est-à-dire que c'est le bourreau qui devient la victime et c'est la victime qui devient coupable. Et à un moment donné, il faut bien se demander, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est justement ça la grande interrogation. Et je termine cette partie par là, oui, qui est essentielle. Et je vais vous surprendre. J'ai commencé mon propos et j'ai promis par quelque chose et j'ai promis de terminer par là. Et je vais être fidèle à cette promesse. Et je vais surprendre plus d'un parmi ceux qui nous écoutent. Steve, on ne commande pas le respect. On ne commande pas la dignité. Elle s'impose. Il faudrait que les Africains le comprennent. Quand vous demandez, remboursez-nous aussi, il y a un problème. Ça veut dire que, ok, les Juifs, on les a remboursés, on les a indemnisés, et puis vous vous trouvez aussi, mais en fait, vous vous réveillez, pourquoi pas nous aussi? Il y a un problème dans la démarche. Il n'y a pas un problème dans le fond, parce que j'ai expliqué tout à l'heure que la richesse réelle et prétendue de l'Occident aujourd'hui, c'est précisément les Africains. C'est totalement et entièrement les Africains, tout le monde le sait. Et donc, de fait, la paupérisation de ces pays, j'ai pris l'exemple d'Haïti, doit être pas seulement un vœu pieux en disant ouais on est désolé et tout ça. Être désolé ne va pas réparer les blessures encore béantes tant que le contentieux historique avec ces pays-là n'est pas vidé, notamment avec la France et l'Afrique francophone. Alors, on ne commande pas la réparation, on ne dit pas ouais pensez aussi un peu à nous, soyez humains. Ils ne seront jamais humains parce que ce n'est pas dans leur ADN. Donc vous ne pouvez pas demander à des gens qui vous esclavagisent, mais vous-même vous ne voyez pas que c'est pas bien ce que vous avez fait là-bas. Vous-même, ça n'a pas de sens. Alors quand je dis que le respect s'impose, et je termine quand je dis que le respect s'impose, c'est parce qu'il faut toujours prendre référence sur les autres. Je suis avec un pasteur ici. Et il ne s'agit pas de se dire, non, vraiment, ces gens sont tellement mauvais, on est tellement contre eux qu'il ne faudrait pas qu'on prenne exemple sur eux. La Bible prend exemple même sur le serpent. Soyez prudents comme des serpents. Ça veut dire qu'on peut tirer exemple et suivre les méthodologies qui inspirent quelque chose de bon. Et c'est quoi la méthodologie juive? J'y arrive. Mais c'est tout simplement que ils ont commencé d'abord, par assumer leur authenticité en tant que peuple. Leur authenticité en tant que peuple sur le plan spirituel, sur le plan culturel, sur le plan historique. Ils ont une ossature forte. Ils ont une colonne vertébrale culturelle, spirituelle, sociale et sociétale extrêmement forte. C'est de là que vient le mot diaspora. Ils ont beau être dispersés, mais ils sont extrêmement forts. Et ils ont pu, par la force de leur détermination et de leur travail, imposer le respect. Je ne vous apprends pas qui détient la finance mondiale. Et si je détiens la finance, c'est que ce que je vous dis, vous faites. Sur le plan historique, j'étais en Israël il y a 5-6 ans. J'étais impressionné. Parce que, comme je dis, il faut prendre ce qui est bon là où ça se trouve. Je vous assure, le peuple d'Israël, au-delà d'être travailleur, je le dis parce que c'est un fait. Tous ceux qui y sont allés l'ont vu. Israël n'a pas une seule once de ressources en termes de sol, de sous-sol. Même la mer morte, là, la mer morte, ça s'appelle mer morte justement parce qu'il n'y a rien là-bas. Mais les plus grands producteurs d'essence, de parfums et de cosmétiques, ça vient de cette boue de la mer morte. Alors, je suis arrivé dans un de leurs musées, dans un de leurs mémorials, et j'étais impressionné. On vous récite le nom de toutes les victimes par millions chaque seconde. Et tous les enfants, les parents, ils vont avec leurs enfants de 2 ans, de 3 ans. Vous croyez qu'un peuple comme ça, qui s'imprègne de son histoire et qui est rentré dans son histoire et qui se l'approprie de cette manière-là, peut être balancé comme ça par les vents? Et je vous repose la question. En termes d'authenticité culturelle, où est l'Afrique? En termes d'authenticité spirituelle, où est l'Afrique? En termes d'appropriation de son histoire, où est l'Afrique? Quand on parle de l'esclavage, de la colonisation pour raviver et pour rallumer les cerveaux des Africains,
Qui s'oppose en premier? C'est les Africains qui vous disent vous faites de la victimisation. J'entends ça tous les jours. Oh, c'est pas nécessaire. C'est les Africains qui vous disent non, on a besoin des Blancs. Il faut qu'ils viennent nous sauver. On ne peut pas s'en sortir. Alors, comment on peut consentir à respecter un peuple, à l'indemniser, malgré les tortures, les mutilations, les atrocités qu'il a subies, si ce peuple lui-même ne se respecte pas et ne s'assume pas? C'est par là que je termine sur cette question. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'y répondre. Justement, vous comprenez parfaitement, Paul est là. Merci pour tout cet argumentaire. André Christelle Fanga, qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on sait pertinemment aujourd'hui que du côté de l'Occident, on parle même pas